Conseil des ministres ce 16 octobre au palais présidentiel, d'importantes décisions prises par le gouvernement, au nombre desquelles l'interdiction de la commercialisation des postes téléviseurs analogiques. Abidjan abrite depuis ce matin les journées nationales promotionnelles des PME et de l'artisanat, deux secteurs qui absorbent plus de 30% du produit intérieur brut, le développement et la compétitivité des petites et moyennes entreprises au cœur des échanges. Dans l'actualité également, Dakar, point de convergence des altermondialistes pendant 4 jours. La capitale sénégalaise accueille la 7e édition du Forum social africain. Au programme des forums et autres rencontres débats sur les problèmes qui minent le continent africain. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Direction le palais présidentiel pour ouvrir ce journal. Il s'y est tenu aujourd'hui même un conseil des ministres, conseil présidé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Plusieurs décisions y ont été prises, notamment l'interdiction de la commercialisation des postes téléviseurs analogiques, une décision en prévision du basculement total de la Côte d'Ivoire vers le numérique. Jérôme Kofi Aboulin. Du passage au numérique, le basculement total va se faire en juin 2015. Par conséquent, pour une adaptation adéquate à cette nouvelle donne, des changements notables s'imposent. C'est tout le sens de la mesure prise en Conseil des ministres ce jeudi 16 octobre 2014. Mesure portant interdiction de l'importation et de la commercialisation des postes téléviseurs analogiques. Des postes qui ne sont pas conformes aux normes de diffusion et de compression qui ont été arrêtés dans le cadre de la migration vers la TNT, la télévision numérique terrestre. Il est important donc d'éviter de surprendre nos populations à la date de l'échéance. Et c'est pour cela que ces mesures-là sont prises dès à présent pour interdire l'importation d'équipements de télévision qui ne sont pas compatibles avec les normes de diffusion et les normes de compression en Côte d'Ivoire. Une échéance a été fixée. En ce qui concerne notre sous-région, cette échéance a été fixée au 17 juin 2015. 17 juin 2015, donc, notre diffusion va passer de l'analogique au numérique, ce qui va permettre un grand nombre d'avantages, notamment avoir plus de chaînes, avoir plus de qualité. Une autre mesure au cours de ce conseil, celle relative au développement de l'aquaculture en Côte d'Ivoire. La mise en place de la contrepartie ivoirienne au financement et à la mise en œuvre du projet de développement durable de la pêche et de l'aquaculture en Côte d'Ivoire. Ce projet est mené en partenariat et je devrais dire même avec l'appui du gouvernement de la République fédérale du Brésil. C'est un projet important qui va permettre de relancer en Côte d'Ivoire l'aquaculture, donc la production de poissons à grande échelle. Comme vous le savez, notre gouvernement travaille sur la problématique de la vie chère et l'une des réponses à apporter par rapport à cette problématique, c'est de relever fortement nos productions. Qu'elles soient agricoles, qu'elles soient halieutiques, qu'elles soient dans d'autres domaines, mais relever fortement nos productions. Et avec le Brésil, ce partenariat a été mis en place. Le Brésil nous a approvisionnés en alevins. Ces alevins vont être, dans un premier temps, mis en quarantaine, élevés jusqu'à un certain stade, puis vont permettre d'ensemencer, en quelque sorte, une dizaine de fermes pilotes qui, à ce stade, sont déjà sélectionnées. Par ailleurs, appelé à réagir à l'invitation du président du FPI demandant à son parti de reprendre sa place à la CEI, le porte-parole du gouvernement a indiqué que l'État, qui a toujours travaillé dans ce sens, ne peut que s'en féliciter. Le prochain Conseil des ministres aura lieu le mercredi 22 octobre 2014 au palais présidentiel. Et après ce Conseil des ministres, le chef de l'État s'est entretenu, toujours au palais présidentiel, avec la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, Aïchatou Mindaoudou. Entre autres sujets abordés, le processus électoral. On retrouve Jérôme Kofi Aboulin.
Une rencontre en début d'après-midi, celle d'environ une trentaine de minutes entre le président de la République Alassane Ouattara et la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, Aïchatou Mindaoudou, ce jeudi 16 octobre 2014. Pour la représentante onusienne, c'est encore une occasion, comme lors des précédentes entrevues, de rendre compte au chef de l'État des activités de l'ONU en Côte d'Ivoire. Entre autres sujets évoqués, le processus électoral. J'ai fait le compte-rendu des bons offices que je mets en œuvre ici en Côte d'Ivoire. Et aussi, je lui ai rendu compte de la visite de la mission que nous avons reçue, qui est venue de New York pour faire l'évaluation des besoins en matière électorale de la Côte d'Ivoire. Pour Aïchatou Mindaoudou, le plaisir a toujours été le même de rencontrer le président de la République, Alassane Ouattara, en vue de la contribution de l'ONU à la bonne marche de la nation ivoirienne. Je vous le disais en titre, Abidjan abrite depuis ce matin les journées nationales promotionnelles des PME et de l'artisanat, deux secteurs qui absorbent plus de 30% du produit intérieur brut. Le développement et la compétitivité des petites et moyennes entreprises au cœur des échanges. Francis Boifo. 3 jours pour réfléchir à la problématique du développement et de la compétitivité des petites et moyennes entreprises PME en Côte d'Ivoire, pour identifier également toutes les difficultés des PME et y apporter définitivement des solutions. À côté des ateliers sur le financement et l'accès au marché des PME et des produits de l'artisanat, la compétitivité des PME et les stratégies de relance du secteur de l'artisanat, des rencontres d'affaires et des expositions. Nous attendons beaucoup de clients. Les gens ont peur de venir voir ce qu'il y a vraiment dans l'art. Ils ont peur de découvrir. D'autres, même quand ils voient les marques, ils ont peur. Pourtant, l'art, ce n'est pas seulement que les marques, les fétiches et tout. L'art aussi a beaucoup d'importance dans la vie sociale. L'artisanat génère 12% du PIB et occupe environ 25% de la population active, quand la contribution des PME au produit intérieur brut se situe entre 18 et 20%. En organisant les journées nationales promotionnelles des PME et de l'artisanat, les acteurs de ces secteurs et les autorités gouvernementales entendent conjuguer leurs efforts pour augmenter considérablement leur contribution à la formation du PIB de la Côte d'Ivoire. Et la RTI a décidé d'accompagner les PME et autres acteurs de l'artisanat pour plus de compétitivité. Elle leur offre donc une véritable opportunité. Adama Kone nous en dit plus sur cette opportunité. La radio-diffusion-télévision ivoirienne RTI est résolue à accompagner les petites et moyennes entreprises sur la voie de la compétitivité. Elle propose une offre taillée sur mesure à ces structures de taille modeste. Nous avons la présence de la RTI parmi nous, parmi les entreprises qui vont exposer. Parce que nous nous sommes rendus compte que la RTI avait développé un système de communication qui peut permettre donc, qui peut être aussi un moyen, un outil utilisé par les entreprises. Et nous les invitons justement à venir aussi à découvrir ce système que propose justement la RTI. Vous savez, nous avons insisté sur l'importance de l'information, diffuser l'information, sur l'importance de la communication. Et pour nous, par exemple, il y a un outil, nous sommes bien contents d'avoir la RTI avec nous au cours de ces événements. L'offre de la RTI sera détaillée aux opérateurs économiques ce vendredi, deuxième jour des journées promotionnelles des PME et de l'artisanat. Des bourses d'études de près d'1 milliard de francs CFA à 56 Ivoiriens, des bourses octroyées par la France pour permettre donc aux bénéficiaires de poursuivre leurs études supérieures en France. Avant leur départ pour ce pays, les étudiants ivoiriens ont reçu des diplômes et autres ordinateurs. On en sait plus avec Serge Angomin. Les étudiants sont les lauréats des bourses du doctorat du projet d'appui à la modernisation et à la réforme des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire, enrichis du contrat de désendettement et de développement. Ils ont reçu leurs attestations de bourse et des ordinateurs portables au cours de cette cérémonie à la résidence de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Cela va me permettre d'effectuer mes travaux dans de meilleures conditions et puis aussi de bénéficier d'un savoir-faire d'un grand pays comme la France. En fait, je reviendrai mettre tout cela au service de mon pays. Ils vont ensuite avoir des fonds qui vont leur permettre d'acheter des ouvrages relatifs à leur formation.
En plus de ça, ils sont totalement pris en charge. L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Georges Serre, a dit la foi de son pays aux efforts menés actuellement en Côte d'Ivoire. Quand on a vu tous les progrès réalisés en très peu de temps finalement, depuis 2012 en fait, là c'est très porteur. Les grands instituts d'ailleurs de recherche, pas seulement français, sont revenus en Côte d'Ivoire. Les entreprises privées maintenant s'associent à la recherche scientifique en Côte d'Ivoire. Je le vois par exemple à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny. Tout ça est très prometteur et effectivement, c'est en donnant l'exemple vous-même qu'on a envie de participer à vos efforts. Niamey Konan, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a traduit la gratitude du gouvernement ivoirien aux autorités françaises. Il a également exhorté les bénéficiaires des bourses françaises à tirer meilleur profit de cette opportunité. Je suis un ministre de l'Enseignement supérieur heureux, comblé, et je voudrais profiter de l'occasion pour remercier tous les récipiendaires, les étudiants, les enseignants qui bénéficient de cette bourse et leur dire que la Côte d'Ivoire émergente les attend. Ces bourses françaises permettront aux étudiants ivoiriens d'étudier sur une période de 3 ans, 16 pour la préparation des masters et 40 pour le doctorat. Le projet AMRUJ du contrat de désendettement et de développement bénéficie d'une enveloppe de plus d'1,7 milliard de francs CFA. La France également aux côtés de la Côte d'Ivoire pour la modernisation et la réforme des universités et grandes écoles. Dans le cadre de ce partenariat franco-ivoirien, une rencontre vient de se tenir. Objectif, renforcer les capacités du système de l'enseignement supérieur par le financement des projets de recherche. Nous Sangaré, Grace Kondo. Des recherches efficaces et performantes. C'est la feuille de route que se donnent les universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire. Pour ce faire, un comité de pilotage est mis sur pied. Il est dénommé AMRUJ CI, appui à la modernisation et à la réforme des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire. Objectif, créer des conditions propices au développement du système de l'enseignement supérieur et renforcer les capacités des équipes de recherche. La recherche, c'est vraiment le parent pauvre de notre système. Or, sans recherche, nous ne pouvons pas atteindre les objectifs économiques et de développement que nous fixons. Sans recherche, sans une recherche efficace, performante, nous ne pouvons pas atteindre l'émergence. Il nous faut donc une recherche efficace. 10 projets de recherche ont été retenus, notamment dans le domaine de la santé et de la technologie, par le comité de pilotage. Ils seront financés à hauteur de 850 millions de francs CFA. Le comité scientifique s'est réuni, ont identifié selon des termes de référence et selon des critères bien établis le potentiel qui résidait dans ces projets afin de voir si leur pertinence et leur faisabilité permettaient à la Côte d'Ivoire d'atteindre les objectifs tant souhaités. Il faut mutualiser les connaissances, les compétences et faire en sorte que les gens qui travaillent sur des sujets semblables dans différentes parties du monde se rencontrent et mettent en commun leurs forces de travail et leurs forces de recherche. Ces projets sont financés dans le cadre du projet CE2, contrat de désendettement développement. BTS 2014, de nouvelles réformes mises en place par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour renforcer la crédibilité du dit diplôme. Quelles sont-elles? Comment sont-elles perçues par les étudiants et autres acteurs du secteur de l'enseignement supérieur privé? Élément de réponse dans ce dossier proposé par Serge Colléa. Nous attendons des diplômés qui auront décroché leur diplôme avec leur intelligence et pas par d'autres moyens, pour qu'ils puissent contribuer à l'émergence que nous devons atteindre en 2020. Le directeur général de l'enseignement supérieur et des œuvres universitaires avait prévenu. Les résultats proclamés quelques mois plus tard démontrent que les candidats n'ont pas su relever le défi. Sur 52 246 candidats, 12 454 sont déclarés admissibles, soit un peu plus de 23%, moins de la moitié du taux de 54,78% enregistré en 2013. Quelles sont les raisons de ce faible taux de réussite au BTS 2014? Le programme est très lourd.
Nous avons eu peu de temps pour assimiler déjà le programme 1 et nous sommes arrivés au BTS. Franchement, les épreuves étaient difficiles. Cette année, ils ont taxé le taux forcément à 10, mais on devait être prévenu en classe d'abord. Il y a eu 282 points. Je pense bien qu'on aurait pu mieux repêcher. Si le ministère peut repêcher les étudiants à partir de 9h30 ou bien à partir de 9, parce que revenir encore à l'école, venir payer la scolarité encore, c'est un peu coûteux chez les parents. Il faut essayer de revoir, peut-être réduire le programme pour que ce soit beaucoup plus efficace. À Boaké, où 112 candidats sont admissibles sur 2200, environ 5%, les étudiants ont exprimé leur mécontentement. À la DOREX, à la direction de l'orientation et des examens, les critères de choix sont conformes au manuel de procédure du cycle BTS appliqué cette année dans toute sa rigueur. Il faut avoir une moyenne de 10 sur 20 et ne pas être en dessous de cette moyenne considérée comme note éliminatoire dans la matière spécifique de l'étudiant. Le BTS, depuis 5 années, est en réforme au niveau des curricula, au niveau du déroulement, au niveau des jurys. Et nous sommes allés progressivement. On est parti de 53 filières pour se retrouver aujourd'hui à 32 filières. Nous avons, à partir de 2011, commencé à appliquer des manuels que nous avons écrits. Tout est décrit sur le BTS jusqu'au résultat. Et l'un de ces éléments importants, ça a été de revenir à la note éliminatoire. Et nous sommes arrivés à un point de non-retour dans ces réformes qui impliquent la rigueur dans l'organisation du BTS. C'est ce qui explique aujourd'hui ce que je ne qualifierais pas de catastrophique, mais plutôt de BTS crédible à partir des résultats que nous avons reçus cette année. Séraphin Koua est fondateur d'établissement. Le faible taux d'admissibilité n'a pas affecté les résultats dans son école, les chiffres étant largement au-dessus de la moyenne nationale. Pour lui, le faible taux au niveau national doit amener les étudiants à une véritable prise de conscience. La décision prise par le ministre de ne pas repêcher va nous permettre de nous remettre en cause et de dire aux étudiants qu'il faut travailler. Souvent, comme on le dit, il faut choquer pour qu'on puisse prendre conscience. Récemment, à Grand Bassam, les acteurs du secteur de l'enseignement supérieur se sont retrouvés pour réfléchir sur l'efficacité du BTS sur le marché de l'emploi. Le nouveau ministre a proposé que le BTS, pour le rendre encore plus employable et professionnel, il a demandé à ce qu'on migre vers 3 ans, donc vers le système LMD. C'est-à-dire avant, le BTS, on préparait le BTS en 2 ans, maintenant on va passer à 3 ans. Aujourd'hui, on ne peut pas former des professionnels attitrés en 2 ans. Ce n'est pas possible. Il faut que la 3e année soit mise sur le professionnalisme. Je pense que nos enfants qui sortiront de ces écoles-là, avec ces diplômes, la licence professionnelle, comme on l'appelle, seront vraiment opérationnels sur le terrain. L'atelier a recommandé que ce soit comme au bac, où les notes de l'évaluation interne soient prises en compte au niveau de la délibération. Ça veut dire quoi? Les enfants qui ne viendront pas à l'école ne peuvent plus être admis au BTS. Ça, c'est une note de crédibilité. BTS ou licence professionnelle en 3 ans, réduction des filières de formation à 26 ou encore perte de la prise en charge de l'État par l'étudiant après un redoublement, ce sont quelques-unes des mesures qui pourraient être mises en application bientôt. Les étudiants devront redoubler d'efforts pour être à la hauteur. Voilà, c'est un dossier proposé par Serge Koléa. Les acteurs de la formation professionnelle réfléchissent justement sur l'adéquation formation-emploi. Il s'agit pour les participants à la rencontre initiée par le Centre ivoirien de recherche économique et sociale de trouver des solutions idoines pour une meilleure adaptation de la formation au marché de l'emploi. Franck Wadio. L'inadéquation formation-emploi, une question cruciale qui traverse le temps. Plusieurs résolutions et travaux sur la question depuis le début des années 70 et des pistes diverses. Le Centre ivoirien de recherche économique et sociale CIRES explore de la labellisation des écoles de formation professionnelle. Il s'agit de la formation. Qu'est-ce que nous devons faire pour nous assurer que la formation est de qualité? La labellisation ou donner à la formation professionnelle une identité et les instruments pour mieux identifier les difficultés.
Un atelier donc impliquant les acteurs clés de la formation professionnelle est organisé. Il faut bien entendu s'assurer de la qualité de la formation. Il faut s'entendre également sur des critères qui réconcilient l'école et le monde du travail. Le secteur privé productif qui utilise les diplômés que nous mettons sur le marché de l'emploi ne sont pas souvent impliqués dans le processus de formation. Des initiatives en cours examinées lors des réflexions et des pistes de solutions en perspective. Nous avons engagé un processus de réforme de la formation professionnelle et technique en partenariat avec le secteur privé productif dans son ensemble. Ensemble, nous allons définir la formation professionnelle depuis l'expression des besoins en compétences jusqu'à la certification en passant par la mise en œuvre de la formation proprement dite. Cet atelier entre dans le cadre du programme d'appui et de développement aux centres de recherche régionaux au sein de l'UEMOA. Il est le 4e du genre organisé par le Centre ivoirien de recherche économique et sociale. Des véhicules et du matériel sanitaire, dont du gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, aux populations du village d'Akwedo, dans la commune de Cocody, des dons en guise de soutien, un geste fort apprécié en tout cas par les villageois. Félix Amani et Grace Kando. Le gouverneur du district autonome d'Abidjan, Begré-Mambé, apporte du réconfort aux populations du village d'Akwedo. Il s'y est rendu les bras chargés de présents. 2 véhicules, du matériel sanitaire, des vivres et de l'argent constituent le don. Nous sommes venus auprès de nos parents du village de Akwedo pour leur dire merci de la part des autorités en tête desquelles se trouve le chef de l'État pour avoir accepté, après d'âpres négociations, la réouverture de la décharge d'Akwedo pour le grand bien de toute la population abidjanaise. Nous leur avons donné la garantie que le souci du chef de l'État et de ses ministres, c'est de faire en sorte que tous les engagements que l'État a pris auprès de la population soient respectés. Et d'ailleurs, beaucoup d'éléments ont été déjà mis en œuvre, il en reste encore et cela sera fait. Nous avons fait des dons en matière de santé. C'est dire qu'en matière de santé, comme ils l'ont souhaité, il vaut mieux prévenir que guérir. Un don qui réjouit les populations d'Akwedo. C'est la première fois qu'on se sent un peu soulagé par rapport aux souffrances endurées depuis près de 50 ans. Le président a un homme de parole, tout comme le gouverneur Mambé qui est venu nous honorer. Et je dirais même il nous a comblé de joie. Aujourd'hui, c'est un jour béni pour la population d'Akwedo. Le gouverneur du district d'Abidjan n'entend pas s'arrêter là. D'autres dons sont prévus. Il s'agit notamment d'une usine de production d'Atiéké de 65 millions de francs CFA et de 15 millions pour le financement des projets en faveur des jeunes. Les populations ont rendu un hommage mérité au gouverneur du district pour ses actions de développement en faveur de ses administrés. Il a été fait citoyen d'honneur et membre de la génération Doubo du village d'Akwedo. La gendarmerie nationale aux trousses des coupeurs de route, objectif éradiquer les attaques sur les axes routiers et permettre aux populations de vaquer aisément à leurs occupations. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale vient d'avoir une séance de travail avec les commandants de légion de la compagnie et d'escadron de San Pedro. Un nouveau plan de sécurisation en passe d'être mis sur pied. Abou Sanogo. Depuis l'ouverture de la campagne café-cacao, le phénomène des coupeurs de route connaît une expansion particulière dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, notamment dans les régions de San Pedro, de la Nawa et du Boclé. Face à ces individus qui sèment le désarroi parmi les opérateurs économiques de cette filière, surtout dans la zone de Soubré, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale est monté au créneau. Les commandants de légions, d'escadrons, de compagnies, des brigades et du groupe de sécurité portuaire de San Pedro étaient tous présents à cette rencontre. Au cours de cette séance de travail, c'est un état des lieux de la situation sécuritaire de ces régions qui a été effectué. Axes criminogènes, dispositifs sécuritaires, tout est passé au peigne fin. Objectif, créer l'insécurité chez les coupeurs de route. À l'issue, c'est un nouveau plan de sécurisation de la zone qui a été adopté, avec notamment le renforcement et la réarticulation des dispositifs existants.
Aussi, pour permettre à ce nouveau dispositif d'avoir les résultats escomptés, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale souhaite-t-il avoir l'adhésion des populations. Demandons à la population de nous aider à travers les informations pour nous permettre d'être beaucoup plus efficaces et pour nous permettre d'être au plus près de ces populations. Ces nouvelles mesures permettront sans nul doute de juguler le phénomène des coupeurs de route, rétablir la quiétude au sein des populations et favoriser l'activité économique dans le district du Bassa-Sandra. La région du Boukani, située au nord-est de la Côte d'Ivoire, veut rattraper son retard. Aussi, plusieurs actions de développement sont-elles initiées par le Conseil régional en vue d'améliorer les conditions de vie des populations. On en parle avec Mamadou Kouassi. L'éducation, un axe majeur de la politique de développement du président du Conseil régional du Boukani. Pour joindre l'acte à la parole, des dizaines d'écoles primaires ont été construites ou réhabilitées en vue de permettre aux enfants de ne plus parcourir des kilomètres. À cela s'ajoutent des logements d'enseignants. L'objectif à long terme, selon Philippe Hien, c'est de doter tous les villages d'une école primaire et les chefs-lieux de sous-préfecture de collèges. La santé constitue également un pilier important pour Philippe Hien et son équipe. Plusieurs centres de santé sont réhabilités et bénéficient du matériel médical et d'ambulance. Au cours des différentes tournées dans les villages, le président du conseil régional de Boukani et son équipe ont invité la population au travail et à œuvrer pour la cohésion sociale et la paix dans la région. Seule alternative pour le développement du Boukani. Pour exprimer sa volonté de voir sa population faire du vivre ensemble une réalité, le président du conseil régional a remis 10 000 chaises aux chefs des différentes communautés et villages de la région de Boukani. Au cours de la cérémonie de remise des chaises, Philippe Hien a demandé aux populations de prier pour le chef de l'État, Alassane Ouattara, et son gouvernement. La fièvre Ebola était au centre des messages. La population a été exhortée au respect des mesures de prévention. Les routes de la région du Bafing passent d'être toutes reprofilées. Elles bénéficient depuis quelques mois d'entretien. Le conseil régional met en œuvre son programme de reprofilage des routes et pistes pour faciliter le trafic. Coût global de l'opération, 400 millions de francs CFA pour 250 km. Un soutien du président de la République pour le développement de la dite région. On retrouve Mamadou Kouassi. L'axe Touba-Waninou, reprofilé totalement. Fini donc le calvaire des populations qui mettaient 4 heures pour parcourir cette distance de 105 km. Ces travaux de reprofilage lourds se poursuivront jusqu'à la frontière de la Guinée en passant par Kona, Saboudougou, des localités du département de Waninou. Une politique du conseil régional pour améliorer les conditions de vie de ses administrés. Au total, ce sont 250 km qui seront pris en compte dans ce projet de reprofilage lourd des routes et pistes de la région du Bafing. La route, c'est notre priorité. Aujourd'hui, les produits de nos parents sont achetés à vil prix. Pour nous, il faut tout faire pour mettre un accent sur la réhabilitation de nos routes, qui est donc infrastructure économique. Pour un montant de 400 millions de francs CFA. À côté des infrastructures routières, le président du conseil régional du Bafing, Lassina Diomandé, met l'accent également sur l'éducation. La preuve, ces bâtiments de l'école primaire de Besseni, abandonnés depuis des décennies, reprennent vie. Ce qui permettra à ces enfants de laisser tomber cette classe de fortune pour des bâtiments modernes et adaptés à l'éducation. Plusieurs autres villages, dont Baraza, bénéficient de réhabilitation d'équipements de leur école et de logements d'enseignants. Pour le président du conseil régional du Bafing, Lassina Diomandé, l'école constitue la base du développement, d'où l'implication de son institution à assurer la scolarisation de tous les enfants. En moins de 24 mois, ce sont une cinquantaine d'écoles primaires et de collèges qui ont été construits ou réhabilités. Au titre de la santé, plusieurs actions ont été menées. La dernière en date, la remise d'une ambulance au comité local de lutte contre la fièvre Ebola de Bouko, localité frontalière de la Guinée. Dakar, point de convergence des altermondialistes pendant 4 jours. La capitale sénégalaise accueille la 7e édition du Forum social africain. Au programme des forums et autres rencontres débats sur les problèmes qui minent notre continent. Près d'1 millier d'altermondialistes africains ont ouvert par cette marche la 7e édition du Forum social africain qui se tient à Dakar. Partis de la grande mosquée à la place de l'Obélix, ils ont parcouru environ 1 kilomètre pour mobiliser le plus grand nombre autour des enjeux de ce forum qui a pour thème cette année « Un autre monde est possible ». Les instances internationales, on n'attend pas d'elles un écho favorable. On attend d'elles à ce qu'elles respectent les intérêts des peuples africains. On attend d'elles qu'elles soient ouvertes pour que nos États, qui nous représentent tout de même,
soient entendus pour défendre nos intérêts. Et sans cette pression citoyenne, eh bien ça ne peut pas se réaliser. Après de nombreuses participations au Forum social, ces membres de la société civile africaine sont de plus en plus optimistes au sujet de l'impact de cette rencontre sur le continent. Nous essayons de forcer, de combler les relations entre différents pays. Bien sûr que ça va être difficile de tout faire d'un coup et que nous ayons une Afrique unie du jour au lendemain, mais petit à petit le changement on le verra de plus en plus. La 7e édition du Forum social africain va prendre fin le 19 octobre. Les premières thématiques qui vont être abordées sont entre autres celles liées aux problèmes de la sécurité et de la santé qui ont atteint un niveau critique en Afrique. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Très bonne soirée à vous.